Le 25 février 2022, un homme de 36 ans, père de 3 enfants, connu sous le nom de Christopher Boudram, s'est réveillé dans sa modeste résidence à Pointe-à-Accent-Grave-Pierre, une localité située sur l'île caribéenne de Trinité-et-Tobago. Faisant attention à ne pas déranger le sommeil de sa femme, Christopher s'est levé silencieusement de son lit. Il s'est dirigé vers une autre pièce pour effectuer sa routine habituelle d'exercices matinaux. Après cela, il a préparé le petit déjeuner dans la cuisine. Vers 5h30, il était déjà à l'entrée de sa maison, montant dans sa voiture pour aller travailler. Christopher était un plongeur professionnel avec plus d'une décennie d'expérience. La plongée commerciale est un domaine de travail assez diversifié, mais impliquait généralement que Christopher était payé pour effectuer une variété de tâches sous-marines, telles que des inspections, de la soudure ou simplement le déplacement d'équipements. Au cours des 8 derniers mois, Christopher a eu l'opportunité de travailler pour une entreprise située à seulement 2 minutes en voiture de sa maison. C'était une entreprise de pétrole et de gaz appelée Paria Fuel. Les responsabilités de Christopher chez Paria Fuel étaient principalement axées sur la préservation et la maintenance de plusieurs de ces oléoducs sous-marins que Paria Fuel utilisait pour extraire le pétrole de ses navires et le transporter à terre, où il pouvait être traité. Ces oléoducs sous-marins, dont Paria possédait au moins 6, étaient essentiellement en forme de U. Ils avaient 2 sections verticales à chaque extrémité qui se projetaient hors de l'eau. Reliant ces 2 sections verticales, il y avait une section de tube de 1200 pieds de long qui s'étendait le long du fond marin, à environ 60 pieds sous la surface. Par conséquent, l'une de ces sections verticales était en mer, à 1200 pieds de la côte. Les navires naviguaient littéralement jusqu'à cette ouverture jusqu'aux tuyaux qui étaient hors de l'eau et déversaient leur pétrole dans cette ouverture. Le pétrole s'écoulait vers le bas, traversait une vaste section horizontale, puis remontait par une autre section verticale plus proche de la côte. Ici, les travailleurs pouvaient collecter le pétrole et le transporter à terre pour le traiter. Un jour spécifique de février 2022, lorsque Christopher est arrivé à Paria Fuel, il n'a pas été surpris de découvrir que lui et ses collègues plongeurs allaient effectuer des travaux de maintenance sur l'un des oléoducs sous-marins. Cependant, il y avait quelque chose de distinct à propos de l'oléoduc spécifique sur lequel il travaillerait. Il était connu sous le nom de Berth No. 6 et, contrairement aux autres oléoducs sous-marins de transport de pétrole de Paria Fuel, celui-ci n'était pas en service depuis 2018. Par conséquent, au cours des 4 dernières années, il est resté inactif. C'était intentionnel, car, pour une raison quelconque, l'entreprise a décidé de ne pas utiliser le Berth No. 6. Ils l'ont alors mis, en quelque sorte, en mode de stockage. La section verticale du Berth No. 6 qui était en mer est restée intacte, se projetant toujours hors de l'eau, sans changement. Cependant, l'autre section verticale du Berth No. 6, qui était plus proche de la côte, a d'abord été scellée. Imaginez mettre un bouchon dans une bouteille de vin, c'est essentiellement ce qu'ils ont fait avec cette section verticale, sauf qu'ils ont utilisé un énorme bouchon gonflable, semblable à un grand jouet de piscine. Ils l'ont essentiellement inséré à l'intérieur de la section verticale, puis l'ont gonflé à tel point qu'il est devenu complètement hermétique à l'intérieur de ce tube. Une fois que tout était connecté, ils ont submergé cette section du tube vertical sous l'eau. Peut-être à 1 ou 2 mètres sous la surface, pour la garder hors de portée de tous les navires qui se déplaceraient près de la côte. Ensuite, ils ont placé quelque chose appelé habitat au sommet de l'ouverture de cette section verticale, maintenant submergée du Berth No. 6. Pour comprendre cela, vous devez imaginer autre chose. Ok, alors imaginez que vous êtes dans la baignoire et que vous avez un seau. Vous le retournez à l'envers au-dessus de la surface pour qu'il n'y ait rien à l'intérieur du seau et vous prenez simplement le seau et le poussez directement dans l'eau. Peu importe à quelle profondeur vous poussez le seau, tant que vous ne le tournez pas d'un côté ou de l'autre et que vous le maintenez fermement, cette poche d'air à l'intérieur du seau restera. Vous pouvez effectivement mettre votre main sous un seau submergé et elle restera sèche. C'est l'essence de ce que cet habitat représentait pour l'ouverture de cette section verticale submergée. Il y avait une poche d'air constante sur l'ouverture de ce tube. La raison en était que, s'il fallait effectuer un travail sur ce tube, comme par exemple, ce jour-là, il voulait que Christopher et ses collègues réactivent ce tube, ce qui impliquait de travailler dessus. Les plongeurs pourraient nager jusqu'à cet habitat sur la petite plateforme métallique qu'ils y avaient installée. Ils pourraient alors retirer tout leur lourd équipement de plongée et simplement travailler sur le tube tout en respirant l'air. C'était vraiment une sorte de luxe. Après que Christopher et les 4 autres plongeurs avec qui il serait ce jour-là aient reçu des instructions pour réactiver le Berth No. 6.
Ils ont commencé à rassembler tous leurs équipements et à discuter d'eux qui serait responsable de quoi. Dès qu'ils sont arrivés à l'habitat et que tout le monde était prêt, ils se sont dirigés vers le bateau. Les 4 autres plongeurs avec qui Christopher travaillerait ce jour-là étaient des hommes avec qui il avait travaillé à de nombreuses reprises auparavant et qu'il considérait comme ses amis. Leurs noms étaient Kazim Ali Jr., Youssouf Henry, Faisal Kerban et Rishi Nagazar. Une fois que leur bateau s'est rapproché de la côte et s'est arrêté plus ou moins au-dessus de la zone où se trouvait sous la surface ce tube vertical submergé numéro 6 et l'habitat, les plongeurs ont sauté du bateau. Ils ont nagé directement vers le bas, sont montés et ont passé sous le mur de l'habitat et sont entrés dans cet espace d'air respirable juste autour de l'entrée de ce tuyau. Ensuite, ils sont montés sur la plateforme, ont retiré tout leur équipement et puis, une fois qu'ils n'étaient vêtus que de leur combinaison en néoprène, ils ont commencé à travailler. Le travail était relativement simple, ils devaient juste essentiellement tirer un levier à l'intérieur du tube qui viderait le grand bouchon gonflable qui avait été placé à l'intérieur de ce tube pour le sceller. Lorsqu'un des plongeurs s'est baissé et a commencé à tirer le levier, il était coincé. Ils ont donc eu besoin d'une clé anglaise pour libérer le levier. Kazim s'est proposé pour retourner à la surface et chercher une clé anglaise car personne n'en avait une à l'intérieur de l'habitat. Kazim a donc remis son équipement de plongée, a plongé, est sorti de sous cet habitat et a nagé de retour à la surface. Il a communiqué avec l'équipe sur le bateau, qui lui a fourni une clé anglaise. Ensuite, il a nagé de retour vers l'habitat. Une fois qu'il a émergé, il a passé la clé au plongeur le plus proche. Ce plongeur a pris la clé, s'est positionné face au tube, a inséré la main à l'intérieur et a commencé à manipuler le levier. Finalement, il a réussi à le libérer. Cependant, à l'instant où ce levier a été actionné, un terrible incident s'est produit à l'intérieur de cet espace. Nous ne sommes pas exactement sûrs de comment cela s'est produit ou de ce qui aurait pu être fait pour l'empêcher, mais en résumé, au moment où le levier a été actionné, il a commencé à vider ce grand bouchon qui obstruait ce pipeline inactif depuis les 4 dernières années. Lorsque cela s'est produit, le joint a été rompu et tout à coup, tout cet air à basse pression qui était à 1200 pieds de pipeline est entré en contact avec l'air à très haute pression qui était à l'intérieur de cet habitat. L'air a tendance à aller de la haute pression vers la basse pression et dès que le joint a été rompu, l'air à haute pression dans l'habitat s'est étendu à l'intérieur du tube. Mais cela s'est produit si rapidement que c'était presque instantané. C'était presque comme si l'ouverture du tube devenait le vide le plus puissant du monde et aspirait tout à l'intérieur de l'habitat. Tout l'air, tout l'équipement, tous les 5 hommes dans le tuyau. Il a également commencé à aspirer l'eau de mer. En gros, tout était aspiré à l'intérieur de ce tuyau. Ces 5 hommes, qui n'étaient pas équipés de leur matériel de plongée, sont passés d'être à l'extérieur du tuyau à être aspirés à l'intérieur de ce tuyau, avec tout leur équipement lourd autour d'eux et de l'eau de mer partout. Ils retiennent leur souffle et sont alors aspirés par la section verticale, tournent le coin et sont projetés dans la mer. Ils sont dans la section de 1200 pieds de long, la section horizontale, ouvrant simplement une voie. Maintenant, pensée Y, ces 5 gars n'ont aucune idée de ce qui s'est passé. Ils retiennent leur souffle, ils sont lancés dans un tuyau, ils ne peuvent rien voir. L'espace à l'intérieur de ce tuyau est si étroit qu'il a 60 cm de large et ils sont comprimés. Leurs épaules à peine adaptées à l'intérieur de ce tuyau. Alors, vous devez imaginer qu'ils attendent tous de mourir. Mais, finalement, la pression dans ce tube s'est équilibrée et, à ce moment-là, ce phénomène de vide s'est arrêté dans l'habitat. En fait, l'habitat s'est un peu rempli d'air et, quand cela s'est produit, toute l'eau de mer qui était aspirée dans ce tube a également cessé. Alors, il n'y a plus d'air, il n'y a plus d'eau de mer. Quoi qu'il ait été aspiré dans le tube et ce qui était là en bas. Lorsque l'équilibrage de la pression s'est produit, ces hommes, qui à ce moment-là retenaient leur souffle depuis plusieurs minutes, ont commencé à ralentir et se sont finalement arrêtés. Par un miracle, ils se sont arrêtés dans une section de ce tube horizontal qui n'était pas complètement plate par rapport au fond de la mer, mais légèrement surélevée. Cela signifiait qu'il y avait une petite poche d'air où ils se sont arrêtés. Ils se sont alors arrêtés et ont commencé à halter pour l'air. Ensuite, ils ont commencé à crier les uns sur les autres et ont réalisé que tous les 5 étaient vivants et étaient tous regroupés dans cette poche d'air. Nous le savons parce qu'une des caméras sur leur corps enregistrait lorsqu'ils ont été aspirés dans le tube. Ils ne peuvent rien voir car il fait sombre à l'intérieur de ce tube, mais ils peuvent les entendre parler les uns aux autres quand tout s'arrête. Pendant cette première salve chaotique de communication en haut et en bas du tube, ces hommes sont sur le dos. Ils ne peuvent pas bouger,
ils sont complètement coincés en position. Même s'ils sont dans une poche d'air, il y a de l'eau près de leur visage et ils ont donc cette petite zone pour respirer. Ils sont en panique, ils crient les uns sur les autres, mais dans ce volet, ils sont capables de découvrir que Christopher était le plus proche de la façon dont ils sont entrés dans le tube. Cela signifie que sa tête était la plus proche de la section verticale, la plus proche de la côte et que les 4 autres hommes étaient juste en dessous de lui. Christopher a compris que s'ils voulaient s'échapper, la meilleure option serait de retracer leurs pas par le chemin qu'ils avaient emprunté. Cela signifiait que Christopher devrait diriger le groupe. D'une manière ou d'une autre, il a trouvé en lui la force de prendre l'initiative. Nous pouvons l'entendre sur l'audio demander aux autres de se calmer et de mettre leurs pieds sur la personne en dessous de leurs épaules. La seule façon de bouger dans ce tube serré était de pousser avec les talons. Lentement et avec beaucoup d'efforts, ces hommes, qui étaient assez blessés à ce moment-là, ont réussi à s'aligner avec les pieds sous les épaules des autres. Christopher, à l'avant-garde, a commencé à reculer, avançant lentement dans le tube en arrière par le chemin qu'ils avaient emprunté. Ils ont fortement ressenti qu'ils devaient agir immédiatement et ne pas attendre le sauvetage, car ils ne comprenaient vraiment pas comment cela s'était produit. Ils ne savaient pas si à tout moment plus d'eau tomberait dans ce tube. Ils ont également réalisé qu'il y avait peu d'air et qu'à un moment donné ils allaient suffoquer. Avec cela à l'esprit, ils ont commencé leur voyage et immédiatement Christopher atteint la première section inondée du tube. Il n'avait aucune idée de combien de temps cette section inondée du tube avait et dès qu'il commencerait à bouger vers cette section inondée, une fois submergé, il trouverait une autre poche d'air à un moment donné où se noirait. Seul Christopher et l'homme juste en dessous de lui, Feuzal, étaient disposés et physiquement capables d'essayer cette mission potentiellement mortelle. Les autres ont commencé à paniquer. Ceux qui ne voulaient pas y aller criaient à Christopher et Feuzal de ne pas les laisser. Mais Christopher et Feuzal ont fortement ressenti que quelqu'un devait aller à la surface et chercher de l'aide. Alors, unis, Christopher et Feuzal ont commencé à avancer lentement dans cette section inondée du tube, sombre comme la nuit. Ils n'avaient aucune idée de ce qui allait se passer, ils s'enfonçaient lentement dans l'eau et ont juste commencé à avancer lentement, retenant leur souffle. Par un miracle, cette première section inondée dans laquelle ils sont entrés n'était pas très longue et donc Christopher et Feuzal ont pu, à peine, toussant et s'étouffant, sortir de l'autre côté vers une autre poche d'air. Par un miracle encore plus grand, dans cette nouvelle poche d'air, Christopher au-dessus de lui a réussi à mettre une main au-dessus de sa tête. A senti 2 réservoirs de plongée et a réussi à en attraper un et d'une manière ou d'une autre à le faire passer par le côté de son corps jusqu'à Feuzal. Et puis, tout à coup, les 2 hommes avaient un réservoir d'air à leur disposition. Ils ont dû fixer le réservoir au-dessus de leur tête de manière maladroite. Ces réservoirs ne sont pas légers, si vous n'avez jamais plongé, c'est comme pousser un poids considérable. Ils avaient le régulateur, l'embout qui fournit réellement l'air à leur bouche, mais ils ne pouvaient pas maintenir l'embout en place. C'était une tâche assez étrange qu'ils devaient accomplir, mais cela signifiait qu'ils pouvaient maintenant entrer dans des sections inondées du tube qui étaient beaucoup plus longues et potentiellement réussir à sortir de l'autre côté. Ainsi, avec leur réservoir d'air au-dessus de leur tête et leurs embouts dans la bouche, tenant autant qu'ils le pouvaient avec leurs dents, ils ont continué à avancer, poussant avec leurs talons et entrant de plus en plus dans ces sections inondées du tube. Alors qu'ils faisaient cela, ils savaient qu'ils avaient un réservoir de plongée, mais ils n'avaient aucune idée de la quantité d'air dans ces réservoirs, ils ne pouvaient pas voir le manomètre. Par conséquent, c'était la même chose que de retenir son souffle, vous ne savez pas quand vous allez manquer d'air parce que vous ne savez pas combien de temps ces sections inondées sont. Alors, vous ne pouvez qu'imaginer à quel point cela devait être terrifiant, mais ils ont continué à aller et venir et, finalement, après des heures de cela, Christopher et Feuzal traversent ces tronçons terrifiants. Vous espérez qu'ils pourront tenir cet embout et qu'ils auront assez d'air pour traverser ces sections inondées et atteindre la prochaine poche d'air. Après des heures de cela, ils atteignent cette poche d'air où Feuzal commence à perdre le contrôle et commence à crier à Christopher dans l'obscurité totale pour arrêter, mais il n'avait pas de raison. Christopher pouvait sentir que Feuzal commençait à perdre le contrôle et qu'il manquait de temps. Christopher a entendu les autres plongeurs qu'ils avaient laissés derrière eux au début crier tout le long du tube. Alors, Christopher est resté calme et a essayé de faire en sorte que Feuzal se calme et vienne avec lui, mais quand il est devenu clair qu'il ne le ferait pas, il a dit à Feuzal qu'il continuerait seul, puis irait chercher de l'aide et reviendrait le chercher. Feuzal, toujours en panique, a crié à Christopher de ne pas aller plus loin, mais Christopher savait qu'il devait y aller. Alors, avec le son de ses amis qui lui criaient d'arrêter, Christopher a de nouveau serré les dents sur l'embout et a continué à pousser le réservoir d'air au-dessus de sa tête et à avancer de plus en plus près de l'entrée de ce tube. Et puis, tout à coup,
les deux hommes avaient un réservoir d'air à leur disposition. Ils ont dû fixer le réservoir au-dessus de leur tête de manière maladroite. Ces réservoirs ne sont pas légers, si vous n'avez jamais plongé, c'est comme pousser un poids considérable. Ils avaient le régulateur, l'embout qui fournit réellement l'air à leur bouche, mais ils ne pouvaient pas maintenir l'embout en place. C'était une tâche assez étrange qu'ils devaient accomplir, mais cela signifiait qu'ils pouvaient maintenant entrer dans des sections inondées du tube qui étaient beaucoup plus longues et potentiellement réussir à sortir de l'autre côté. Ainsi, avec leur réservoir d'air au-dessus de leur tête et leurs embouts dans la bouche, tenant autant qu'ils le pouvaient avec leurs dents, ils ont continué à avancer, poussant avec leurs talons et entrant de plus en plus dans ces sections inondées du tube. Alors qu'ils faisaient cela, ils savaient qu'ils avaient un réservoir de plongée, mais ils n'avaient aucune idée de la quantité d'air dans ces réservoirs, ils ne pouvaient pas voir le manomètre. Par conséquent, c'était la même chose que de retenir son souffle, vous ne savez pas quand vous allez manquer d'air parce que vous ne savez pas combien de temps ces sections inondées sont. Alors, vous ne pouvez qu'imaginer à quel point cela devait être terrifiant, mais ils ont continué à aller et venir et, finalement, après des heures de cela, Christopher et Feuzal traversent ces tronçons terrifiants. Vous espérez qu'ils pourront tenir cet embout et qu'ils auront assez d'air pour traverser ces sections inondées et atteindre la prochaine poche d'air. Après des heures de cela, ils atteignent cette poche d'air où Feuzal commence à perdre le contrôle et commence à crier à Christopher dans l'obscurité totale pour arrêter, mais il n'avait pas de raison. Christopher pouvait sentir que Feuzal commençait à perdre le contrôle et qu'il manquait de temps. Christopher a entendu les autres plongeurs qu'ils avaient laissés derrière eux au début crier tout le long du tube. Alors, Christopher est resté calme et a essayé de faire en sorte que Feuzal se calme et vienne avec lui, mais quand il est devenu clair qu'il ne le ferait pas, il a dit à Feuzal qu'il continuerait seul, puis irait chercher de l'aide et reviendrait le chercher. Feuzal, toujours en panique, a crié à Christopher de ne pas aller plus loin, mais Christopher savait qu'il devait y aller. Alors, avec le son de ses amis qui lui criaient d'arrêter, Christopher a de nouveau serré les dents sur l'embout et a continué à pousser le réservoir d'air au-dessus de sa tête et à avancer de plus en plus près de l'entrée de ce tube. Après avoir atteint une vaste section subaquatique, où il savait que l'air s'épuisait, son réservoir a atteint le virage du tube où il est redevenu vertical. Cela indiquait que la sortie, l'habitat, était juste au-dessus de lui. Alors, d'une manière ou d'une autre, Christopher a réussi à se retourner et à nager à travers cette section verticale, jusqu'à ce qu'il émerge à nouveau dans une autre poche d'air. Cependant, le niveau de l'eau dans cette section verticale n'était pas suffisamment proche de la sortie du tube pour permettre une véritable sortie. C'était comme si Christopher était coincé au fond d'un puits, sans rien pouvoir faire. Heureusement, il y avait une chaîne suspendue à portée de bras et alors Christopher a saisi la chaîne et a juste dû attendre, sans avoir aucune idée si quelqu'un venait les sauver. Finalement, 2 plongeurs de sauvetage sont entrés dans l'habitat, sont descendus et ont sorti Christopher du tube, le sauvant. Lorsqu'ils l'ont ramené à la surface, Christopher a vu que l'équipe d'intervention d'urgence de Paria Fuel était sur place, ainsi que la garde côtière de Trinidad et Tobago. Il était clair qu'ils se préparaient à mener une sorte d'opération de sauvetage. Christopher, qui était totalement traumatisé et gravement blessé, a encore couru vers les autorités et leur a dit que ses 4 collègues étaient toujours en vie. Il les a entendus frapper sur les tuyaux, il savait qu'ils étaient dans des poches d'air, ils devaient redescendre, il devait les sauver. Mais, en fin de compte, les autorités ont décidé qu'il n'était pas sûr d'envoyer des équipes de sauvetage dans ce tube. Lorsque Christopher a découvert qu'il n'allait pas essayer de sauver ses amis qui frappaient littéralement sur le tuyau, il a essayé de sauter à nouveau dans l'eau pour le faire lui-même, mais ils l'en ont empêché. Alors, Christopher a été rapidement emmené à l'hôpital où, une fois admis en unité de soins intensifs, il a essayé de se faire sortir pour retourner à l'eau pour sauver ses amis, mais encore une fois Christopher a été empêché. Pendant 2 jours entiers après que Christopher a été sauvé de ce tube, ses collègues, les 4 autres plongeurs, sont restés coincés dans la situation la plus horrible et claustrophobe que l'on puisse imaginer. Ils ont continué à frapper sur le tuyau et à faire du bruit qui pouvait être entendu à la surface, mais personne n'a rien fait. Finalement, le 27 février, les bruits à l'intérieur du tube ont cessé, car tous les hommes étaient décédés. Ils sont morts d'asphyxie due au manque d'air dans le tube, à cause de leurs blessures ou ont essayé de traverser l'une des longues sections subaquatiques du tube en retenant leur souffle, car ils n'avaient pas de réservoir de plongée, et se sont noyés. Le 28 février, 3 des corps des plongeurs ont été récupérés. Le 3e et dernier corps du 4e plongeur a été récupéré le 3 mars. Il n'est pas clair pourquoi Christopher et les autres plongeurs n'ont pas fait quelque chose pour équilibrer la pression à l'intérieur de l'habitat et à l'intérieur de ce tube avant de retirer le bouchon, car cet effet de vide, connu sous le nom de delta P,
est vraiment facile à prévoir et relativement facile à éviter. Cependant, l'enquête sur ce qui s'est exactement passé et qui est responsable est toujours en cours. Cependant, Christopher, le seul survivant, et beaucoup d'autres personnes qui suivent cette affaire croient que les 4 décès sont directement attribuables à Paria Fuel, qui a été principalement responsable de ne pas avoir permis une opération de sauvetage dans les 2 premiers jours, où vous pouviez clairement entendre les sons de ces plongeurs frappant sur le tuyau.